heureusement qu'ils sont tellement rares. Sur les 20 ans, on a en général 2 à 3 cas par an. Mais ce sont en général des péritonites graves. C'est une pathologie rare et grave, de pronostic tellement grave, avec une mortalité très importante qui peut atteindre 20-25% des cas, nécessitant un traitement rapide, d'où le traitement préventif qui s'impose devant toute polycystique qui pouvait évoluer vers la péritonite biliaire, et surtout ne pas traiter une cholécystite à domicile par un traitement antibiotique ou bien antispasmodique. Avant l'arrivée de tableaux de péritonite biliaire qui peuvent être de pronostic grave. Je crois que le travail que vous avez présenté sur le plan forme, c'est un travail qui est bien présenté, avec un français facile, c'est une thèse facile à lire, avec une bonne iconographie, surtout les images scanographiques, qui sont tellement explicatives. Des belles images, surtout pour la vésicule diaphragmée. C'est tellement parlant, ces coupes scanographiques. Une bibliographie qui est riche et récente, est tellement riche, cette bibliographie, elle est très récente. Sur le plan fond, je crois que ce qui frappe dans votre série, c'est les 70 cas, que à peu près 33% des malades, c'est-à-dire de cette série, à peu près un malade sur 3, ayant consulté chez un médecin de libre pratique, où il a eu un traitement par antibiotique antispasmodique à domicile, ce qu'il faut parfois l'éviter. Il faut envoyer ces malades essentiellement dans des services spécialisés pour qu'ils soient opérés, surtout pour les tableaux de cholécystite. Il ne faut pas tenter un traitement médical. Deuxièmement, ces péritonites biliaires généralisées, dont 60% des cas sont généralisés, 40% sont localisés. Et lorsque la péritonite biliaire est localisée, ça pose un problème de diagnostic essentiellement, d'où l'importance des scanners. Faut-il passer directement au scanner avant l'échographie pour détecter ces péritonites? Et ce qui est frappant, c'est la mortalité très importante. Un malade sur 5 meurt, vu l'âge avancé, vu l'état, et en général, vu le retard diagnostique, à peu près un malade sur 4 consulte après 48-72 heures du début de cette péritonite. Et d'autre part, un autre élément très important, c'est essentiellement le nombre d'hommes, beaucoup plus important que le nombre de femmes, vu que la pathologie biliaire est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Donc les hommes se compliquent beaucoup plus que les femmes en donnant des péritonites biliaires. En ce qui concerne la discussion, je crois que la discussion a été bien faite, était explicite. Ce qui m'a plu dans cette discussion sont les deux algorithmes. L'algorithme de la page 64, où les 3 bras de l'algorithme amènent essentiellement, lorsque vous avez de la bile intrapéritonéale, vers un état de choc septique. D'où la gravité de cette péritonite biliaire. Et deuxièmement, l'algorithme de la page 65, où la péritonite biliaire et l'infection péritoniale aboutit à la fin à une défaillance multiviscérale. Donc, état de choc septique égale défaillance multiviscérale, d'où la gravité de ces péritonites biliaires. Et je vous remercie, c'est ces deux algorithmes qui expliquent toute la physiopathologie de ces péritonites biliaires. Et ces défaillances multiviscérales peuvent être en général à l'origine des décès, et de nombre de décès importants dans ces péritonites qui avoisinent les 20%. Donc il faut bien insister sur le traitement préventif de ces péritonites. Et j'ai bien aimé essentiellement le paragraphe sur la prévention. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'il faut faire devant toutes les thiases biliaires. Maintenant, c'est bien codifié, ou bien l'opérer en urgence, ou bien l'opérer après le 5e jour. J'ai bien aimé une petite paragraphe pour la prévention de ces péritonites biliaires, pour éviter, qui va être essentiellement pour les jeunes chirurgiens et les jeunes médecins, pour qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire devant toutes les thiases biliaires. Et je crois que maintenant, à nos jours, ces péritonites biliaires, on ne doit pas les voir, car avec l'événement de la cystoscopie, avec la facilité des interventions, essentiellement sur le plan anesthésique, toute pathologie biliaire, essentiellement lithiasique, doit être opérée à temps, avant l'arrivée de la péritonite biliaire, et avant l'arrivée essentiellement des cholécystites, des tableaux d'angiocolite et même des péritonites localisées. Toutes ces remarques ne diminuent en rien la valeur de ce travail. Je crois que vous avez bien fait votre travail, vous avez été explicite. Je vous remercie, je remercie votre directeur de thèse et je vous souhaite, Mohamed Narienne, le bonheur et la réussite dans votre vie professionnelle et familiale. Et merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Ali Barbel, et je confie la parole à Monsieur le professeur Mohamed Ben Amar.
Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Mohamed Ghalayani ainsi que son directeur de thèse, mon maître professeur Mohamed Aïssam Bengouti, de m'avoir associé à cet honorable jury pour juger une urgence rare mais grave qui, à propos des péritonites biliaires, une série rétrospective de 70 cas colligés sur les 20 dernières années au service de chirurgie générale de Sfax. Je vous remercie pour le choix de ce sujet qui représente une urgence qui est grave, mais heureusement qui est de moins en moins fréquente. D'ailleurs, votre bibliographie témoigne de ça, puisqu'on voit bien à travers une bibliographie qui est assez riche à propos de presque 139 publications, 139 articles, vous avez une trentaine qui parle uniquement de ces péritonites biliaires. Et ce qui m'a frappé, c'est que toutes ces séries, c'est des séries qui émanent de pays en voie de développement. On ne voit pas vraiment de séries européennes qui parlent des péritonites biliaires, et donc c'est qu'une pathologie qui traduit un niveau de médicalisation d'un pays. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes un pays de niveau médicalisation intermédiaire, donc on voit bien que à travers cette série de 70 cas, c'est une série importante, et on voit bien que pendant les 5 dernières années, on a un cas ou maximum 2 cas par an au service. En fait, ce travail, c'est un fruit de plusieurs travaux qui ont été faits dans le service de chirurgie générale. Il y a une thèse de Winslim en 2003, il y a un article publié par mon maître professeur Beirouti en 2005, et votre travail actuellement en 2011. Et donc, à chaque palier ou à chaque un certain nombre d'années, on fait le point sur cette pathologie. Votre participation méthode a été très bien dirigée, une iconographie utilisée, des dossiers très bien faits, des histogrammes et des tableaux récapitulatifs des différentes observations. Ça sous-entend que c'est des observations qui sont récoltées de façon rétrospective, oui, mais ça sous-entend qu'il y a un travail dans ce sens pour rassembler ces cas-là. J'aurais peut-être une seule remarque concernant comment voir les choses. J'aurais aimé que diviser la série en deux. Une série de la date de la publication de mon maître professeur Beirouti jusqu'à 2005, et depuis 2005 jusqu'à maintenant, et d'essayer de faire une comparaison de façon statistique entre les deux séries pour voir l'état des lieux. Est-ce qu'on a avancé sur la qualité de prise en charge de ces patients? En fait, on a trouvé une diminution de la mortalité. La première série, c'était 20%, actuellement 18%. Est-ce que cette différence était statistiquement significative ou non? Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Concernant la discussion, a été bien aussi menée. J'ai bien aimé, comme l'a dit mon maître professeur Rorbel, les différents histogrammes et diagrammes qui ont été faits pour mieux expliquer la physiopathologie de cette affection, puisqu'on ne peut bien traiter une telle pathologie qu'après avoir compris sa physiopathologie, qui est très compliquée, et il faut vraiment dans ces urgences-là éviter l'installation de l'état de choc septique parce que c'est un facteur de pronostic qui augmente considérablement la mortalité. Je vais m'attarder essentiellement pour le caractère exemplaire de Si Mohamed. Donc, c'est quelqu'un de très consciencieux, dévoué dans son travail, respectueux, et surtout, j'ai beaucoup d'estime pour lui et pour sa qualité humaine et professionnelle. C'est des qualités qui vous permettront sûrement de réussir votre carrière professionnelle comme il le faut. Et je pense aussi que vous aurez un avenir glorieux sur le plan familial. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Mohamed Ben Amar. Je pense que Aïssam veut dire quelques mots. Merci, Monsieur le Président. Et avant tout, merci, mon maître professeur Beirouti. Je tiens à remercier mon ami, mon frère, Mohamed Ghalayani. Bien sûr, on n'a rien à dire après le remarque de mon maître ici, du jury.
une seule remarque que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme je suis un jeune chirurgien, mais surtout qui m'intéresse beaucoup car c'est un sujet qui ressemble à un sujet de ma thèse sur les tumeurs de votre lait. Je vous souhaite, Mohamed, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie familiale. À votre mère, Mohamed, la bienvenue à Tunisie. Et beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Merci, monsieur. Merci, c'est Issa. Je pense, pour prendre la parole après tous ces commentaires, je pense, avec Hedi, la vérité, cette statistique est relative. Je suis d'accord avec vous, mais entre-temps, j'aimerais bien attirer l'attention sur l'insuffisance de certains examens, de certaines explorations, etc. C'est pour ça que j'ai tendance souvent dans les thèses à mettre les chiffres de la série globale. Car par exemple, pour les hémocultures, tous les malades devaient avoir des hémocultures. Pour les prélèvements, tous les malades devaient avoir des prélèvements. Pour l'échographie, tous les malades devaient avoir une échographie. Et ce qu'il fait à la fin, à chaque fois on fait des statistiques pour montrer la performance, on prend la partie qui a bénéficié des examens et on laisse les pourcentages, ce qui nous donne l'impression que nous sommes très suffisants. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites sur le truc. Et peut-être dans une prochaine thèse, je peux mettre les deux pourcentages ensemble pour montrer l'insuffisance des explorations pour la série globale et pour montrer la performance pour les malades qui ont reçu un examen. Je suis absolument d'accord avec vous. Eh bien, il a dit, c'est Mohamed Ben Amar, il fallait faire une série avant 2005 et une série après. La vérité, la série après, elle était très insuffisante. Il y avait quelques cas, car on sait très bien, il a dit, c'est Harry Orbel, de plus en plus, avec l'échographie, avec les moyens diagnostiques, etc., beaucoup de pathologies graves ont tendance à régresser et à diminuer de fréquence, heureusement pour nous. Car on sait, cette péritonite biliaire, depuis longtemps, je me rappelle très bien avec notre maître, M. Selemi, pratiquement dans la période des années 70, un malade sur deux mourait. Un malade avant l'arrivée de Sahabib Jeddi aussi, je me rappelle très bien. Une péritonite biliaire, ça veut dire que c'est un arrêt de mort. Et pourquoi? Car l'antibiothérapie n'était pas assez avancée à cette période. Puis la réanimation, comme on le connaît maintenant, pratiquement les malades en post-opératoire, il n'y avait presque pas de malades ventilés, presque pas. Même les protocoles d'anesthésie qui étaient quand même assez laborieux. Donc on perdait beaucoup de malades. Et dans le temps, une personne à 75 ans qui faisait une péritonite biliaire est pratiquement morte. Pratiquement mort, c'était pratiquement un certificat de décès. Heureusement, l'évolution s'est faite. Les moyens qu'on dispose actuellement restent insuffisants, mais sont efficaces. Et ça nous permettrait souvent de poser le diagnostic d'une péritonite. Déjà, c'est suffisant pour aborder les malades par voie sous-costale ou médiane. Mais le diagnostic de la péritonite est posé et on a vu nos insuffisances. Pourtant, le scanner est là depuis 1990 et l'échographie depuis les années 80. Et on a vu quand même que presque un cas sur 5, on a établi les diagnostics et dans les 4 cas, on a opéré pour une péritonite quelconque. Ça, c'est une faille très importante, puisque c'est une urgence. La péritonite biliaire, ce n'est pas vraiment l'ulcère perforé, ce n'est pas les malades qu'il faut opérer en pleine nuit, mais je pense qu'il faut l'opérer après l'équilibration, la réanimation et prise en charge dans les 24 heures maximum, car on en a vu, c'est vrai, les malades consultent tardivement, mais parfois, la prise en charge thérapeutique tarde. Et ce qui met en danger ces patients. Et il y a d'autres choses qu'il faut insister. L'absence de hémoculture en préopératoire, il y en a très peu. Et je vais remercier solennellement M. le professeur Adnan Hamami. Et la vérité, il nous a tendu la main dans cette thèse, comme ailleurs déjà, et il nous a fourni les résultats que nous n'avons pas trouvés dans le dossier, ni en réanimation, ni en chirurgie. Et j'étais très étonné qu'il y a quand même 62 cas presque, où on a... Non, mais il nous a donné, il a accepté de donner les résultats que nous n'avons pas eu dans le dossier, c'est-à-dire des prélèvements qui sont partis et personne n'a cherché les résultats ou le laboratoire ne les a pas envoyés. C'est malheureux quand même. C'est pour ça je voulais donner une statistique globale pour dire nos insuffisances et ces pourcentages que j'ai établis ici, peut-être, comme je dis, pour mettre l'accent sur les insuffisances des actions
dans la chaîne